Ok, bonjour à tous et à toutes. On commence par toutes, on commence à tous. Voici le dernier panel sur lequel on va essayer d'aborder de manière un peu plus interactive, tout ce qui est cyberattaque, risque et responsabilité. Donc, je vais quand même essayer rapidement vous présenter, pour laisser le temps à la parole, nos intervenants. Nous avons, alors, il me faut une note, désolé, Olivier Allaire, fondateur et directeur de l'Union, en charge de conseil, stratégie, recherche et développement en termes de sécurité de l'information, gouvernance, cybersécurité. Il est aussi formateur. Débuté en 1994 comme auditeur sécurité industrielle, et donc il connaît la problématique de tout ce qui est le monde SCADA et la problématique des vieilles technologies sur des nouveaux réseaux. Typiquement, Nice, dans certains cas, c'est le cas. On en a parlé récemment. Nous avons Marc Bouvier, qui est fondateur de Cobameo, qui est consultant indépendant spécialisé en sécurité de l'information. Il a travaillé chez RATP, auditeur en sécurité, formateur, qui va aussi intervenir. Gestion des risques. Nous avons Rob Aubert-Helwig, qui est directeur de la société Karmao. Plus de 30 ans d'expérience en sécurité de l'information, sécurité informatique et des technologies de l'information. Et pour finir, François Tête, ingénieur fondateur et président du club de continuité d'activité. C'est notre spécialiste en continuité des activités métiers, ou business continuity plutôt en anglais. Alors, je me présente, in fine, je serai votre modérateur aujourd'hui. Je suis Patrick Bochard, je suis Information Security au sein de Sopra Steria. Ma fonctionnalité principale, c'est la mise en place d'un ISMS et de traitement des infrastructures critiques, donc la loi Nice et les directives Nice. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui comme sujet? On a essayé de voir ça en 4-5 domaines. Typiquement, ce qui est important, on va parler de cyberattaque, risque et responsabilité. Il faudrait d'abord définir qu'est-ce qu'on entend vraiment par une cyberattaque, voir exactement. On va parler de tous les risques encourus par une cyberattaque, la gestion des incidents, la problème de conformité, typiquement avec Nice, GDPR, et un sujet de responsabilité. Alors, première question, messieurs les spécialistes, qu'est-ce qu'on entend par une cyberattaque? Essayez de nous expliquer ce qu'est pour vous une cyberattaque par rapport à ce domaine-là et qu'est-ce qu'on va encourir, quels sont les vecteurs d'attaque qu'on va pouvoir avoir. Est-ce que chaque entreprise aujourd'hui peut être victime? Parce qu'on en parle beaucoup, on voit dans la presse assez bien de grosses entreprises, on a parlé tout à l'heure d'Airbus, on en a parlé d'autres. Donc est-ce que l'entreprise de Monsieur Tout-le-Monde peut très bien être victime d'une cyberattaque? À vous la parole. François Tête, donc bonjour. Nous sommes dans un cyberespace, on peut dire, dans lequel tout est interconnecté. Et donc la cyberattaque, on pourrait la définir, il n'y a pas de définition officielle réellement, pour une tentative d'infiltration qui pourrait circonvenir à un événement ayant un effet négatif sur la cybersécurité qui a pour objet de protéger. En fait, ça peut déboucher sur différents impacts, dont un déni de service qui peut occasionner des dommages pour non-fourniture de services. La cyberattaque peut avoir également des conséquences, on en a parlé dans la réunion précédente, sur la sécurité physique des personnes. Donc c'est assez vaste comme impact, à la fois le système d'information, mais à la fois la sécurité des personnes. Chers collègues. En fait, c'est tout ce qui peut nuire à une société, à une organisation, une association professionnelle. Après, la notion de cyberattaque, tout va dépendre aussi de la gravité que l'on va subir par rapport à la situation. Parce que par rapport au risque, là encore, c'est une question de cotation. Il y a beaucoup de... Tous les jours, chaque structure est soumise à des cyberattaques. Après, le niveau de dangerosité reste très relatif. C'est celle qui nous importe le plus, c'est celles qui peuvent mettre en péril notre fonctionnement. C'est ça vraiment le cœur du sujet. Parce qu'au quotidien, on en a tous en fait. Il suffit juste de regarder sa boîte mail, on en reçoit tous des spams. Et c'est pas forcément dangereux en tant que tel. À partir du moment où on a un filtre anti-spam. Après, c'est jusqu'à quel niveau l'attaque peut s'introduire, se développer
et, comme le dit François, nuire aux activités. Il y a une question aussi assez intéressante au final. On demande qu'est-ce que c'est qu'une cyberattaque. Est-ce que ça vous intéresse vraiment de savoir quelle est la définition d'une cyberattaque au final? Vous êtes tous plus ou moins conscients que vous avez des systèmes informatiques chez vous. Votre activité repose peut-être directement sur ces systèmes informatiques. Mais pour votre métier de tous les jours, savoir ce que c'est qu'une cyberattaque, ça ne vous intéresse pas. Par contre, il y a une personne avec qui vous allez peut-être être en contact, ou vous êtes peut-être déjà en contact, pour qui la définition d'une cyberattaque est particulièrement intéressante. C'est les assureurs. Puisqu'un assureur, quand vous allez souscrire par exemple à une assurance dédiée, donc une cyberassurance, lui va être obligé de déterminer précisément ce que c'est qu'une cyberattaque pour savoir si votre assurance ça va fonctionner ou pas. Donc si on se met du point de vue de l'assureur, lui, ce qu'il va dire, c'est que une cyberattaque, elle est définie par ses causes. C'est-à-dire qu'est-ce qui crée le dommage. Donc tout ce qui va cibler un outil informatique, quel qu'il soit, ou toute attaque qui va utiliser un média informatique est une cyberattaque du point de vue de l'assureur. Donc voilà, à mon niveau, c'est l'une des définitions qui m'intéresse parce que c'est celle qui va conditionner directement si, après l'attaque, quand il va falloir que je me fasse indemniser, est-ce que mon assurance cyber nouvellement souscrite va fonctionner et va me permettre d'être indemnisé tant sur les aspects informatiques de l'attaque, donc le remplacement de matériel, la restauration de données, ou si je prends par exemple sur les aspects RGPD, tous les coûts de notification, mais également sur les aspects interruption métier, donc perte de chiffre d'affaires, etc. Donc qui sont des éléments qui peuvent être pris en compte dans le cadre d'une couverture cyber. On pourrait rajouter 4 ou 5 caractéristiques. En fait, bon, il y a la transparence géographique. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a un caractère épidémique parce qu'il y a une prolongation, il y a des choses qui se propagent. Il y a une relative impunité. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont jamais pris. Il y a un caractère furtif et puis il y a également un caractère destructif. Les derniers exemples que l'on a vus mettent en évidence ces caractères-là. Alors, parlons peut-être des risques encourus par une cyberattaque. Donc, typiquement, voici un petit slide d'une cinématique de risque. Quels sont les risques pour une entreprise d'être victime d'une cyberattaque? Quels sont, typiquement, comment est-ce qu'on doit aborder cette problématique? Et quels sont, pour vous, les tips and tricks qu'on va pouvoir déterminer cette analyse de risque? Puisqu'on en a parlé depuis ce matin. Depuis ce matin, on entend le mot risque, gestion des risques. Typiquement, dans une cyberattaque, quels sont les risques qu'on va et comment on va pouvoir les gérer, comment on va pouvoir les évaluer. Alors, on voit là sur ce schéma très nettement qu'ils sont issus de cas réels, que effectivement, c'est des attaques pas comme un incendie. Là, on voit qu'il y a un certain délai. Pour un sabotage, on voit que si vous regardez toutes les étapes, il faut atteindre 65 jours avant de s'en apercevoir. Quelquefois, il y a plusieurs mois, parce qu'il y a de la collecte d'informations, il y a une intrusion, il y a de la prospection, et puis ils vont effectivement détruire, par exemple. Pour le vol de données, qui est un autre cas, où là, ça semble être plus rapide, il y a une préparation qui peut être assez longue, une intrusion et ensuite une extraction des données intéressante, et à ce moment-là, vous en apercevez, quelquefois, beaucoup plus tard. Risque, c'est un mot qui est utilisé très souvent. Déjà, à titre personnel, j'aime bien décomposer le risque, et surtout le risque informatique, en 2 grandes catégories. On va avoir le risque opérationnel, c'est-à-dire tout ce que vous allez avoir à faire pour éviter les incidents au jour le jour. Et vous avez le risque stratégique, où là, on va plus se poser des questions sur des sinistres, des choses assez catastrophiques quand ça se produit pour l'entreprise. Donc ça, c'est 2 niveaux différents. Et en général, un risque stratégique, il est composé de plusieurs risques de niveau opérationnel. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas de balle magique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement qui va se produire et qui va conduire instantanément, directement à la catastrophe et au plein impact des risques catastrophiques. À chaque fois, ça, comme disait François, c'est
c'est une somme de petits éléments qui vont conduire in fine à un risque catastrophe. Donc, repartons un peu sur les fondamentaux. Un risque, c'est quoi? C'est une probabilité, un impact. C'est-à-dire que je crains quelque chose, parce qu'en prenant les terminologies EBIO, c'est un événement redouté. Et ensuite, cet événement redouté, il a une certaine probabilité de se produire et de causer un impact donné. Donc déjà, l'impact, il va se produire sur la durée, il ne va pas se produire de manière instantanée. Vous n'allez pas recevoir un phishing et tout de suite, ça va vous coûter 500 000 € parce que quelqu'un chez vous aura fait un virement pour prendre la fraude au président, enfin une attaque relativement simple à mettre en œuvre. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les probabilités. Bon, les probabilités, là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Déjà, arriver à les calculer dans le monde informatique, on sait faire, mais on sait beaucoup moins le faire dans le monde des risques informatiques. Et en plus, on va être obligé de cumuler les probabilités de ces différents petits éléments. Et c'est pour ça qu'on en arrive in fine à dire que les événements catastrophiques, qui sont composés d'une multitude de petits événements, ont une probabilité relativement faible de se produire. Donc, en pratique, ce que j'ai pu constater, mes collègues pourront confirmer ou infirmer, c'est qu'en règle générale, la prise en compte du risque informatique ne se fait pas selon les canons académiques de gestion du risque ailleurs, enfin qui sont utilisés ailleurs. C'est qu'en général, on a bien l'événement redouté, on n'a pas la partie probabilité qu'on va remplacer par une évaluation du niveau de vulnérabilité du dispositif sur lequel on va chercher à faire l'évaluation. Et ensuite, on va avoir une évaluation de l'impact plus qualitative, où on va essayer de dire, bon ben voilà, l'impact peut être moyen, élevé, très élevé, et on va rester sur ces appréciations qualitatives, que ce soit en termes d'impact métier, mais également en termes d'image ou autre. Le Graal, ça serait d'être capable de faire de la quantification financière, et là, on arriverait au niveau supérieur. Alors, on peut arriver à le faire, mais ça demande un peu de travail. Ça restera toujours subjectif, en fait. Ce sont les appréciations. Les banques sont très éprouvées sur le sujet. Les assurances ont une très bonne vision, justement, des différentes situations qui peuvent entraîner, justement, les risques, les sources de risques, comment elles peuvent se produire et les coûts associés. Mais c'est avant tout, pour toute structure, un travailler ensemble. On peut partir dans les risques, affaires de spécialistes, on parle de vulnérabilité, type de vulnérabilité, etc. Mais au final, c'est le business owner qui doit le définir. Qu'est-ce qu'il a besoin? Quels sont ses engagements? Et ça, après, à la sécurité, à la gestion des risques, à l'IT, de trouver des solutions derrière ça. Mais il faut rarement, par rapport à mon parcours, j'ai rarement vu une analyse complète. C'est-à-dire que vous avez le business owner qui va avoir sa vision et les structures de support qui sont l'informatique, les finances, les ressources humaines, la logistique, car tout ça aussi, ça a un impact derrière. Et quand on parle justement de cyberattaque, oui, on va le voir sur le métier, sur l'image de la société, sur son chiffre d'affaires, mais il y a toutes les répercussions secondaires aussi qu'il faut prendre en compte. Et quand on fait une analyse un peu plus complète et un peu plus exhaustive, on a une meilleure visibilité. Et aujourd'hui, en plus, avec l'interdépendance de tous les systèmes d'informatique, avec les sous-traitants, dans le cloud, etc., on se rend compte que finalement, dans l'absolu, on ne peut pas le maîtriser. Il faut être très honnête, on ne peut pas le maîtriser. Aujourd'hui, vous avez une attaque sur un système donné, vous allez avoir votre backup, par exemple, qui est externalisé. Quelles sont les répercussions? Et quelle est la visibilité que vous avez vis-à-vis de vos sous-traitants? Là aussi. Et quand votre structure elle est plus petite que votre sous-traitant, ce n'est pas vous qui menez la danse. Très clairement. Vous devez vous adapter à ces modes opératoires. Donc il faut être capable de pouvoir justement définir au mieux, et de façon subjective, par rapport à des outils qui sont en plus sur le marché, la plupart sont très bons, ce qui peut être endossable et ce qui ne peut pas être endossable. Quelque part, ce qu'on appelle la ligne d'acceptation, le seuil d'acceptabilité du risque. Après, c'est une question de décision. On peut très bien accepter des activités, même si on ne pourra pas faire face, parce qu'on n'a pas la solution. Oui, aussi, je peux bien confirmer ce que tu as dit. C'est ce qu'on voit très rarement, c'est vraiment une approche globale et avec une vision du métier, du business, de traiter des risques ou des possibles menaces pour les systèmes d'information d'une façon globale et intégrale.
L'autre chose que je confirme aussi, c'est que toute la partie sous-traitant, ça, on voit bien, par exemple, dans l'industrie automobile. Donc, eux, ils se sont basés sur un mode opératoire just-in-time. Donc, ça veut dire tous les sous-traitants doivent livrer les pièces pour assembler les voitures en temps réel. Et dès qu'on a un problème d'un des sous-traitants, toute la chaîne de livraison, toute la chaîne de... Comment ça s'appelle en français? Supply chain, oui. Ça, c'est français? Non, c'est pas français. Chaîne d'approvisionnement. Ça le devient. C'est ça. Et interrompu, et on a un problème. Et si on ne traite pas les risques cybersécurité d'une façon vraiment intégrale, globale, dans ce mode de fonctionnement, on va trouver des solutions qui couvrent peut-être mes propres équipements, mais c'est tout. Mais on n'a pas une solution pour protéger son vrai business. Donc, c'est pas facile. Autre chose qui manque souvent, c'est on pense, comme tu as dit aussi, on ne peut pas se protéger de tout. On pense souvent, oui, mais on a mis en route des solutions techniques et tout ça, on est protégé à 100%, ça n'existe pas, jamais. Donc ça veut dire, la prévention, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et aussi, faut aussi prévoir des procédures, des processus pour traiter un événement de cyberattaque qui est survenu pour après remettre le fonctionnement de l'entreprise ou de l'organisation en route. Donc c'est grosso modo ta partie continuité d'activité. Oui, c'est ça. Tu peux peut-être dire un peu plus. Et sur un autre sujet que tu as montré, c'est les menaces qui se développent sur plusieurs journées, semaines, entre-temps aussi mois et années parfois. Ça veut dire aussi qu'il faut adapter ces stratégies de sauvegarde et tout ça, parce que ça ne sert à rien que j'ai une attaque et je le découvre et je réinstalle les sauvegardes d'il y a 2 mois. Et à la fin, 2 semaines plus tard, je suis dans la même situation. Donc, ça veut dire que c'est tous ces scénarios qui ont bien changé pendant les derniers mois et semaines, où il faut adapter des stratégies pour pouvoir récupérer l'activité. Et oui, c'est tout. Je pense que oui. Juste pour compléter un petit peu, il y a un adage qui est de plus en plus de mise, que ce soit au niveau des autorités, c'est que les entreprises ne doivent pas se poser la question de savoir quand est-ce qu'elles seront attaquées. C'est si elles sont sous le coup d'une attaque, voire ont déjà été attaquées. J'ai plusieurs clients qui ont actuellement, qui ont été sous le coup d'une attaque et dont le système d'information est compromis. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui les a attaqués, qui a pris le contrôle, dans le pire des cas, de l'Active Directory, qui est administrateur de l'Active Directory et qui ne fait rien. C'est-à-dire qu'il est là, il a un accès qu'il pourra utiliser un jour s'il en a besoin, mais il n'en fait rien. Alors, il y a quelques années, la décision de dire on va le laisser là et puis on va juste surveiller, voir ce qu'il fait, et puis si un jour il bouge, je me poserai des questions et puis j'aviserai, parce que ça coûte très cher de reconstruire un Active Directory. Maintenant, à la place du responsable informatique, je serais beaucoup plus inconfortable. On a des exemples très récents, Norsk Hydro en début d'année. Le déploiement du ransomware s'est fait après une prise de contrôle de l'Active Directory. C'est-à-dire quand vous dites ransomware, actuellement, vous pensez tous un phishing qui fonctionne, un exécutable par un utilisateur, et ensuite ce ransomware va se déployer progressivement sur tous les postes de l'entreprise. Ça, c'est la méthode artisanale qui marche de moins en moins bien. Donc, les attaquants se sont un peu perfectionnés. Donc maintenant, je vais prendre le contrôle de votre Active Directory, je vais utiliser les outils fournis avec le système d'information de l'entreprise pour télédistribuer comme n'importe quelle mise à jour mon ransomware sur l'ensemble des postes de travail et des serveurs de votre entreprise. Et ensuite, je vais activer le ransomware par une groupe policy poussée par le domaine contrôleur. C'est imparable. C'est imparable et ça a pris à Norsk Hydro, une société qui était préparée à ce genre de cas, ça lui a pris 3 mois pour revenir en fonctionnement nominal. C'est un bon cas d'usage. Je vous invite très fortement à aller regarder ce qui a été mis à disposition. L'entreprise a été d'une transparence exemplaire. Elle a même invité des journalistes à assister aux réunions de crise, etc. Il y avait un point
journaliers sur leur manière de gérer la crise, etc., ça a été tellement bien fait que c'est l'un des rares cas, à ma connaissance, où le cours de bourse de l'entreprise a augmenté suite à l'attaque. Parce qu'ils ont prouvé aux actionnaires, au marché, à leurs clients, que malgré une attaque de grande ampleur, ils ont quand même réussi à tenir leurs engagements. Alors, ils ont fonctionné avec une efficacité réduite, bien sûr, mais ça a fonctionné. D'où l'importance de se préparer. Je peux revenir sur mon métier, qui est essentiellement donc la mise en place de plans de continuité dans le cadre d'un système de management de la continuité d'activité. L'arrivée des risques cyber fout en l'air totalement le métier, puisque dans un système normal, on a donc un système de réplication qui fait qu'on peut très bien, facilement perturber les données qui sont destinées à la reprise d'activité sur le site de secours. Et si on n'y prend pas garde, il y a des cas que j'ai vus sur Internet de sociétés américaines qui, eux, également, ont eu des sauvegardes qui étaient totalement chiffrées. Donc, quand on leur a demandé une rançon, ils n'ont pas voulu payer. Enfin, traditionnellement, c'est ce qu'on dit. Là, je pense qu'ils ont peut-être disparu parce qu'en fait, à partir du moment où vous n'avez même plus les sauvegardes, donc ça pose la question, qui est à mon avis un risque non bien perçu, c'est le contrôle des sauvegardes, mais contrôle fonctionnel. C'est-à-dire qu'il faut, évidemment, c'est extrêmement lourd parce que les sauvegardes, même des activités les plus critiques, c'est quand même des terras et des terras de données, donc les restaurer, ainsi de suite, ça pose quand même quelques difficultés. Il faut aussi trouver des gens compétents des métiers qui contrôlent fonctionnellement. En France, moi, j'ai vu quelques sociétés qui faisaient ça une fois par mois. Ça me paraît un peu insuffisant. Deuxième problème de mon métier, c'est d'avoir un système numérique ou digital étendu. Vous avez donc des fournisseurs qui vous disent tous, monsieur, il n'y a pas de problème, j'ai un plan de continuité. Ah bon, d'accord, donnez-moi les papiers. Ah ben non, on a ça dans la tête. Ou alors, vous faites des exercices? Oui, oui, on en fait. Ah bon, montrez-moi le compte-rendu. Ah ben non, on n'en fait pas. Donc, comment contrôler que les fournisseurs d'applications critiques, on est de plus en plus dépendants, sont bien protégés contre des cyberattaques ou d'autres types de sinistres? Donc, c'est deux problèmes importants qui touchent par ricochet la continuité d'activité. Sachant que cette problématique des fournisseurs, elle est cruciale. Les grandes entreprises sont cibles par nature des cyberattaques. En général, c'est là qu'elles ont le malheur de combiner l'intérêt de deux types d'attaquants, ceux qui vont les attaquer pour de l'argent, tout simplement. Donc l'extorsion, la revente de données, etc. Et puis elles vont en plus être cibles des attaquants institutionnels, on va les appeler comme ça. Donc ceux qui ont des moyens, mais qui n'ont pas de problème économique pour mettre en œuvre ces moyens. On va dire ça comme ça. Sauf que ces grandes entreprises, elles ont appris à la dure, elles ont des budgets assignés à la sécurité, elles se protègent bien. Donc elles deviennent de moins en moins intéressantes à attaquer en direct. Donc on va attaquer leurs fournisseurs. Les fournisseurs, ils ont une pression économique de la part de leurs clients principaux. Donc les budgets assignés à la sécurité ne sont pas forcément, à la bonne dimension, et deux, la sécurité ne va pas forcément être mise au bon endroit. Donc quoi qu'il arrive, une stratégie qui prend en compte la chaîne d'approvisionnement, pour rester français, et les intérêts de l'entreprise ou des principaux donneurs d'ordre est indispensable. Donc l'époque où les grandes entreprises réfléchissaient dans leur tour d'ivoire et construisaient une muraille de Chine autour d'eux, malheureusement une époque révolue. Et maintenant, effectivement, il faut penser plus être entreprise étendue, prendre en compte des acteurs ou des entités qui ne font pas partie du périmètre de responsabilité ou du périmètre d'action directe de l'entreprise. Ça, c'est difficile. D'autant plus quand certains fournisseurs s'appellent Microsoft, Google ou autres. Allez leur expliquer comment vous voulez qu'ils appliquent la sécurité pour protéger vos intérêts. Je connais des équipes juridiques dans certains grands comptes qui sont tombés en dépression après une tentative de négociation. Oui, c'est pratiquement impossible. C'est un vrai bras de fer, à moins d'être soi-même un grand groupe et de pouvoir imposer là aussi son contrat. On
Là, j'ai accompagné un grand groupe là-dessus, où ça a été 6 mois de négociation vis-à-vis d'un GAFA, et le grand groupe a réussi à poser son contrat. Parce que, la clé, il y avait un budget qui était intéressant. Mais une PME, c'est illusoire, à côté de ça. Alors après, à contrario, par rapport à ça, à partir du moment où on a des grands fournisseurs, on a aussi le bénéfice, ça va dans le même sens et en même temps à l'encontre, sur le niveau de sécurité. C'est que par défaut, ils vont quand même avoir un niveau de sécurité qui va être supérieur aussi par rapport aux petites structures, qui n'ont pas les moyens, que ce soit technique, financier, humain. Ils proposent par défaut des solutions parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas non plus rester trop exposés à la plupart des attaques. Ils ont une bonne veille en matière de vulnérabilité technique. Donc ça aussi, c'est un gage. Après, la transparence qu'ils ont, c'est pas pour faire le procès des grands fournisseurs, mais la transparence qu'ils vont apporter, elle sera toujours relative, forcément. Ils ne peuvent pas passer leur temps à justifier de ce qu'ils font et d'être audités. Et donc, ils ont un minimum de façade. Mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, avec l'interdépendance complète que l'on a dans toutes les organisations, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Ok, super. Et vous avez parlé de la gestion des incidents, mais au niveau légal, comment est-ce qu'on va s'y retrouver? Comment est-ce qu'on va se retrouver au niveau conformité par rapport à ça? Comme toujours, quand il y a un problème, on se retourne sur le contrat. C'est la loi. On retourne vers la loi. Alors, il y a l'aspect certification aussi. Il y a quand même des normes qui existent. Il y a des certifications qui peuvent être faites. Et la plupart des fournisseurs se défendent comme ça en disant j'ai quand même acquis telle et telle certification, voire, on en a parlé dans la table ronde précédente, c'est ISAE, le numéro 9402, qui est un organisme américain qui passe 2 ans chez vous et qui va regarder ça à la loupe sur tous les aspects et qui donne un papier comme quoi, effectivement, votre entreprise, dans tous les domaines, la continuité, la sécurité, la qualité, l'environnement, est conforme. Donc derrière, quand vous avez un audit, quelqu'un qui demande un audit via le contrat, l'audit, il est simple, puisqu'il y a un papier qui indique qu'il y a eu un audit précédent qui fait foi et qui permet donc de rassurer le client. Alors, d'un point de vue légal, on va avoir les contraintes légales pour le coup, type RGPD, directive Nice. En France, vous avez tout ce qui est trait à la loi de programmation militaire. Alors, 2 approches intéressantes. Si je prends tout ce qui est RGPD pour prendre le plus connu et ce qui a fait l'actualité et le bonheur pour le chiffre d'affaires des sociétés de conseil et des avocats, pour une fois, le législateur a une approche intéressante. C'est-à-dire qu'il ne vous demande pas d'être protégé à 100% et d'éviter toute compromission des données personnelles. Il vous demande de faire une analyse de risque. C'est-à-dire qu'il vous demande de réfléchir à dans quelle mesure est-ce que les données personnelles que vous manipulez sont exposées et de mettre en œuvre les bonnes mesures relatives à cette analyse de risque. Et on ne va pas vous sanctionner parce que vous avez été compromis, enfin si, un petit peu quand même, mais justement, si vous voulez que ça reste un petit peu, si vous êtes capable de démontrer que vous avez fait ce qu'il fallait pour protéger au bon niveau, que vous avez réagi avec diligence quand vous vous êtes rendu compte qu'il y avait eu un problème, et que vous avez appris de vos erreurs et que vous avez correctement amélioré votre protection de ces données personnelles, vous n'aurez qu'une petite tape sur les doigts. Si, à contrario, vous avez juste appliqué les recettes standards, que vous avez cherché à minimiser quand vous avez eu cette compromission, vous avez cherché à cacher le fait qu'il y ait eu une compromission et que ce n'est pas la première fois qu'une compromission a lieu sur votre système, dans les mêmes termes, là, vous risquez une grosse tape sur les doigts et on va commencer à parler une portion significative de votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est l'approche RGPD. Après, vous avez l'approche purement conformité. Donc là, on est sur les textes qui sont plus dans le monde défense ou originaires du monde défense, où là, l'État ou l'organisme supranational fait l'analyse de risque pour vous. Et il considère que vous n'avez pas le droit d'être à risque. Donc là, on va être focalisé beaucoup plus sur les aspects protection, plus que sur la détection ou autre. C'est-à-dire qu'on ne veut vraiment pas que ça se produise. Et là où l'État, en général, est gentil, c'est qu'il va vous fournir
le canevas sur lequel vous allez devoir vous aligner en termes de sécurité. Malheureusement pour vous, en général, ce canevas, il est cher à appliquer. Et c'est là où, souvent, les sociétés visées vont chercher à interpréter les mesures de sécurité qu'on va leur demander de mettre en place pour que ça reste à des coûts raisonnables. Alors, à ce jour, on n'a pas encore de retour d'expérience sur quel est le degré d'interprétation autorisé. On l'aura si une société a un problème et tombe sous le coup de la loi de programmation militaire ou de la directive Nice. Et à ce moment-là, on saura quel est le degré de latitude dans l'implémentation des mesures de sécurité qui sont demandées. Oui, mais donc je suis bien d'accord sur le principe. Le problème avec toutes ces législations, donc la RGPD ou le Nice ou la LPM, comme vous voulez, le problème c'est que ça vise seulement un périmètre géographique, donc ça veut dire un État. Et le problème avec ça, c'est même si c'est des législations ou des comment ça s'appelle ? Des directives européennes, ils sont appliqués dans chaque pays d'une autre façon. Donc ça veut dire, ça c'est la loi en principe, mais il faut faire une implémentation dans la loi locale. Et la loi locale est différente dans chaque pays. Donc si on prend déjà la France et l'Allemagne, ça je les connais par hasard. C'est déjà différent. Là, on a en France, on a le LPM, la loi de programmation militaire, qui a une approche qui dit oui, mais l'État va nommer les entreprises, comme vous l'avez correctement dit. C'est très secret, donc les entreprises n'ont pas le droit de dire aux autres qu'ils sont concernés par la LPM. Et c'est comme ça, ils font des contrôles, ils ont des idées comment faire, etc. En Allemagne, c'est un autre truc, là, il dit oui, il faut faire une autodéclaration. Donc ça veut dire ils sont donnés des listes d'orientation où ils disent oui, mais ça c'est des périmètres et ça c'est les chiffres quand on dépasse ces seuils, là il faut se autodéclarer et il faut faire les mesures et après on fait des contrôles par des contrôleurs qui sont autorisés par la BSI en Allemagne, ça correspond à la ANSSI en France. Et c'est même pas des contrôleurs eux-mêmes qui viennent de l'État, donc c'est des entreprises privées et avec des contrôleurs d'une qualité médiocre dans la plupart des cas. Donc ça veut dire, toutes ces lois, c'est une bonne idée, oui, mais en réalité, pour se protéger vraiment contre quelque chose, ça ne sert pas à grand-chose. Et encore moins quand on est dans un contexte, dans des groupes multinationaux, ça marche encore moins, parce que là, on a un groupe et le siège dit oui, mais moi je dois respecter la loi française et la filiale dit pour moi c'est le Portugal ou l'Allemagne ou l'Italie ou je suis hors Europe, encore pire. Donc ça veut dire à la fin on est dans une situation qui est aussi bien qu'aujourd'hui quand on n'a rien. Parce que comment on dit en français, le maillon le plus faible, c'est toujours le problème. Oui. Du coup, et avec la RGPD, c'est grosso modo la même situation. Ça aussi, chaque pays a une approche un peu différente, en plus une histoire un peu différente. Donc les pays comme l'Allemagne ou la France ont une très longue histoire sur la protection des données personnelles. Et si on regarde les pays européens de l'Est comme la République tchèque ou comment ils s'appellent les autres, la Hongrie ou la Roumanie, oui, eux, ils n'ont aucune idée de protection des données personnelles parce que c'était plutôt l'approche du grand frère qui veut tout voir. Donc, oui. Et c'est pour ça donc on a une réglementation qui dit oui, mais ça c'est le socle commun, mais en réalité, déjà culturellement et historiquement et légalement, c'est différent dans chaque pays. Et c'est pour ça c'est difficile et la législation n'aide pas trop à vraiment protéger les organisations. Du coup, on a posé la question de la responsabilité. Donc en fonction de votre nationalité, de l'endroit où vous opérez, vous aurez une responsabilité à assumer en cas de cyberattaque. C'est-à-dire que si vous êtes attaqué. Ça, c'est sur l'aspect légal. Ensuite, comme on le disait au tout début, au final, et là tout le monde va être concerné de manière différente, mais contractuellement, vous êtes lié avec vos clients et vous êtes lié avec vos fournisseurs. Et ça porte également une part de responsabilité. C'est-à-dire que, par exemple, l'un de vos clients peut se retourner contre vous parce qu'il a subi des dommages
est lié à une cyberattaque qui vous a touché. Donc, revenir chez les assureurs. Les assureurs ont, en France, on appelle ça la responsabilité civile. Donc, ça va être tout ce qui va être... j'ai mangé le terme en anglais, c'est pas grave, ça va revenir. Donc, c'est tout ce qui va être les dommages aux tiers, c'est-à-dire tous les dommages que vous allez causer à des tiers par rapport à quelque chose qui vous arrive. Et ça, cette responsabilité-là, elle va se matérialiser très vite financièrement. C'est-à-dire que vous allez être tout simplement attaqué pour que le tiers soit indemnisé par rapport à ce que vous lui causez. Donc comment ça pourrait se produire ? Ça pourrait se produire de manière relativement simple. Vous êtes un éditeur de logiciels, un fournisseur de services informatiques. Donc le service que vous allez rendre va être... La qualité de ce que vous allez délivrer est altérée, ou alors vous n'allez plus être en mesure de fournir ce service et il était indispensable au client pour son métier. Vous allez également, dans le cadre d'une attaque de phishing ou autre, on va utiliser votre infrastructure pour lancer l'attaque. Parce que, effectivement, le client il sera plus à même d'ouvrir le mail s'il vient de votre système informatique. Donc là, on est sur du classique. Puis après, bien sûr, les interconnexions réseau, pas forcément très très bien maîtrisées, deviennent du pain béni pour les attaquants. Et là, on peut se retourner vers vous et puis vous imposer des indemnisations. Donc si vous êtes couvert correctement, les assureurs prennent ce genre de choses en compte. Donc l'assurance peut vous couvrir, mais dans une certaine mesure. Là-dessus encore, oui, pour les responsabilités, c'est tout à fait ça. Il y a même aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez subir les dommages de votre fournisseur, mais en fait, engendrez vous-même aussi d'autres dommages vis-à-vis de vos clients, par rapport à ce que tu disais. Mais c'est finalement ce que l'on voit sur le point de départ par rapport à la gestion des risques. Les deux principaux risques majeurs à chaque fois que l'on cherche à qualifier, c'est l'aspect financier et l'atteinte à l'image de marque. C'est tout le business à chaque fois. Après, dans l'absolu, sur le risque, le premier risque, que ce soit dans la continuité d'activité, dans toutes les gestions de risque, le premier facteur à prendre en compte, c'est l'humain. Parce qu'aucune société ne peut endosser la responsabilité d'une perte de vie humaine. Parce que ça va atteindre son image de marque. C'est cru, mais c'est réel. La ressource humaine, on peut la remplacer. La réputation d'une entreprise, c'est trop long à faire. C'est des vieux adages, mais comme on dit en France, il faut des années pour se monter une réputation et 5 minutes pour la détruire. Et malheureusement, c'est toujours d'actualité. Et par rapport à ça, justement, toutes ces responsabilités-là, le truchement entre les fournisseurs, les éditeurs, parce qu'on est tous dans une chaîne, il faut pouvoir aussi l'assumer. Et c'est là où, justement, pour reprendre le point de départ, qu'est-ce qu'une cyberattaque ? Quels sont mes éléments, j'allais dire, plus que l'information, mes éléments dont je ne pourrais jamais me passer et dont je suis responsable. Et donc, on revient bien sur la gestion des risques et de devoir requalifier à chaque fois. Et qu'est-ce que je suis aussi, de façon prudentielle, à même de sous-traiter dans mon cœur d'activité. Et aujourd'hui, il n'y a pas du tout. Dans ce que je constate, on a perdu cette prise de conscience-là. Ma dépendance vis-à-vis de mes fournisseurs, de mes clients, par rapport à mon cœur d'activité. Alors, malheureusement, c'est un peu le constat de mon parcours que de ce que je vois. Alors, il y a quelques gros comptes qui commencent à prendre conscience de ce genre de problème. Le retour arrière. Et leur réflexion les conduit à réenvisager différemment la gestion de cette supply chain. Parce qu'en fait, quand ils regardent dans quelle mesure est-ce qu'ils sont exposés, prenez un gros constructeur automobile, par exemple, pour certains scénarios affectant leurs fournisseurs, ils vont être exposés à plusieurs centaines de millions d'euros. Quand on va se tourner vers le fournisseur qui fait 15 millions de chiffre d'affaires et qu'on va lui demander quelques centaines de millions d'euros de dédommagement, vous êtes heureux, vous avez coulé votre fournisseur, et puis après vous ne l'avez plus, donc ça veut dire retrouver d'autres, il n'y a pas forcément d'autres disponibles tout de suite, donc accompagner une nouvelle montée. Donc au final, se reposer uniquement sur les aspects contractuels pour certaines entreprises, ça ne marche pas.
Parce que de toute manière, bon, ben voilà, ça équivaut à accepter une perte sèche. Donc ils sont obligés de reconsidérer vraiment différemment les relations avec leurs fournisseurs. Le mode je signe un contrat et après c'est plus mon problème, à vous de vous débrouiller, ne fonctionne pas du tout. C'est les filières qui reposent lourdement sur la chaîne d'approvisionnement en sont conscientes et travaillent à essayer de résoudre ce problème-là. Les autres, je pense qu'il faudra quelques incidents pour qu'ils en prennent conscience. En fait, la difficulté de la chaîne d'approvisionnement, supply chain, c'est la maîtrise de la chaîne des fournisseurs. En France, les constructeurs automobiles que j'ai pu rencontrer, on arrive à maîtriser le premier niveau, mais on ne maîtrise plus les autres niveaux. C'est une culture comme ça, parce que ça change en permanence. Il paraît que les Japonais, eux, maîtrisent parfaitement jusqu'à 10 niveaux. Ils ont une cartographie à jour et tout ça. Et donc, c'est un problème. Comment arriver à maîtriser sa supply chain voilà. Il y a eu un cas, mais qui n'est pas une cyberattaque réelle, que tu faisais allusion. Un constructeur français automobile a été bloqué par une usine en Tchéquie qui a brûlé, qu'elle ignorait totalement, mais qui produisait une pièce essentielle, et c'était le seul. Donc le coût des assurances, là, ce n'était pas des centaines de millions, ça a coûté 1,2 milliard d'euros. Donc il y a plusieurs compagnies d'assurance qui ont payé pour dédommager la chaîne, pour non-maîtrise en fait, d'un fournisseur. La responsabilité, on l'a peut-être traité. Oui. On peut dire la phrase de... C'est super, vous avez fait le tour, j'ai même pas dû intervenir. Oui, on pourrait citer la phrase du directeur donc, de l'ANSSI en France, là, M. Poupard, là, qui dit « tous connectés, tous concernés, donc tous responsables ». Effectivement. Je crois que ça peut être le mot de la fin, parce qu'il reste juste le temps en fait, de différentes questions. Il y en a certainement. On a été clair. Je pense que vous avez été très clair dans vos explications. Je sais pas, ou alors... On les a bien endormis. Il n'y a pas de questions. Un point par rapport à la supply chain, on imagine tout de suite, et on s'est beaucoup servi de ces exemples-là, hein, l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, enfin tout ça, c'est... Voilà, ils ont inventé la maîtrise de la supply chain, ou du moins ils essayent de maîtriser leur supply chain. Mais maintenant, toutes les entreprises sont concernées par cette problématique, et sans forcément le savoir, avec tout simplement les fournisseurs informatiques. Et les fournisseurs informatiques, actuellement, c'est le gros maillon faible. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, hein, en général. Nous avons une question. Oui. Merci. Donc, David Blancpain, je travaille à la Banque Carrefour d'échange de données. Et il y a quelqu'un qui a parlé de la loi de programmation militaire en France. Un peu nous dire ce que c'est. Et alors, est-ce qu'on a une correspondance en Belgique? Voilà, merci. Alors, la loi de programmation militaire, c'est un texte qui est sorti en France en 2015, enfin un petit peu avant 2015, qui explique comment la doctrine armée. Et pour la première fois, elle a traité de manière complète, entre guillemets, la problématique du cyberespace. Et donc, elle a listé une série de domaines qui sont considérés comme vitaux pour le pays, sur lesquels donc, ils imposent des contraintes en termes de sécurité. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. La France, pour le coup, a été assez pionnière sur le sujet. L'Allemagne a été pas mal non plus. Et du coup, il y a un texte qui a été poussé au niveau européen, qui s'appelle la directive Nice, qui est venu reprendre les grands principes, qui a étendu au nombre non plus aux services essentiels, vitaux, mais également aux fournisseurs de services numériques et de manière plus large, ce qu'ils appellent les services essentiels. Donc, la directive Nice est transposée. Alors, je ne sais pas si ça est terminé, si la transposition est terminée, mais est transposée dans le droit national de l'ensemble des membres de l'Union européenne. Oui, en Belgique, je pense que ça a été fait. Ouais, donc voilà, donc c'est l'équivalent. Donc en France, vu qu'on a pris cher plus tôt, on est plutôt en avance. Il y a deux nouvelles entreprises qui sont concernées par Nice, qui n'étaient pas concernées par la LPM. Mais effectivement, dans tous les pays, maintenant, il y a cette déclinaison nationale et il faudra appliquer les mêmes types de règles.
Merci. Et vous avez sur la partie mesure de sécurité informatique, l'ETSI, qui a produit un document, c'est l'ETSI 007 de mémoire, qui liste les mesures de sécurité qui doivent être mises en place dans le cadre de la directive Nice. La directive Nice qu'on a abordée juste précédemment. Juste avant, ouais. Avec la directrice adjointe du Centre de cybersécurité. Bonjour, Bruce Page, Information Security Forum. Messieurs, vous avez tous évoqué le manque de ressources dont vous disposez face aux grands risques et responsabilités qui seront encore plus grandes dans l'avenir, on est tous d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et puis historiquement, la cybersécurité est sous-ressourcée, n'a pas suffisamment de ressources pour faire face aux challenges. Est-ce que vous pensez que, après avoir vu un certain nombre de grands événements, que dans l'avenir, on verra une augmentation dans l'investissement général, à X% de plus dans la cybersécurité par rapport au niveau historique? Alors, juste de ma connaissance et par expérience, jamais de bonne volonté. C'est-à-dire que naturellement, les entreprises sont plutôt dans une tendance à réduire leurs coûts pour améliorer leur marge. Hein. C'est relativement standard comme démarche. Mais heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, souvent un événement public de cyberattaque conduit immanquablement l'entreprise qui a été ciblée ou des entreprises concurrentes ou comparables à augmenter de manière significative leur budget de sécurité. Maintenant, ce qui est dommage, mon opinion qui n'engage que moi, c'est qu'en général, ces augmentations de budget se font sur les investissements, sont ponctuelles. Ça va bénéficier essentiellement aux fournisseurs de solutions, de boîtes ou autres, au détriment de ce qui me semble être plus intéressant, à savoir la ressource humaine, donc soit en formation, sensibilisation, recrutement, puisque la cybersécurité repose quand même plus sur la qualité des gens qui vont la mettre en œuvre ou qui vont en profiter, travailler avec, plutôt que sur des solutions technologiques de protection qui peuvent être très très bonnes aujourd'hui et qui seront manifestement obsolète dans 2 ans. J'adhère à ton propos, mais je pense qu'on n'en a pas encore parlé, ça rentre quand même dans un système de management. Il faut que ça soit intégré dans un système de management qui va donc gérer les ressources, avoir des sponsors au niveau de la direction générale, avoir une amélioration continue. Donc normalement, si on passe par là avec une certaine appréciation des risques et une appétence au risque, on devrait en fait augmenter les budgets normalement, soyons un peu positifs, si on arrive à mettre en place ceci dans les entreprises, qu'il y a vraiment un système de management dans tous les domaines, enfin, qui doit normalement être intégré. Il faut qu'à la fois la continuité d'activité, commençons par ça, mais c'est aussi la sécurité du SI, l'environnement, l'éthique, enfin il y a plein de choses qui fait que la direction générale doit être impliquée, sinon ça ne fonctionnera pas. Et voilà. Et si, quelque part, ceux qui endossent la responsabilité d'une potentielle cyberattaque, c'est bien la direction de l'entreprise. S'il y a une cyberattaque d'ampleur, c'est la direction de l'entreprise qui va porter la responsabilité et qui devra prendre les bonnes décisions. Donc, comme tu disais, on en revient à ce point-là. Au final, il faut qu'ils soient sensibilisés à ce nouveau risque, qu'ils le comprennent, qu'ils le mesurent et qu'ils prennent les bonnes décisions par rapport à cette évaluation. On ne peut pas demander à quelqu'un, une fonction, d'atteindre un niveau de protection 100% pour que ce risque ne concerne pas l'entreprise. Il faut être conscient de ce niveau de risque, prendre les bonnes décisions,
attribuer les bons budgets et ensuite gérer les conséquences. Oui, je suis bien d'accord. Et exactement là j'observe aussi toujours le problème, c'est aux têtes de l'entreprise, il n'y a aucune perception du vrai risque et de responsabilité. Et c'est indépendant des pays et c'est partout le cas. Donc ça veut dire, aussi j'avais un cas d'un client, ils ont eu une vraie cyberattaque en 2017 en été, et c'était mort pendant 3 semaines totalement, la production et tout ça. Et 2 ans plus tard, c'était le commentaire du PDG lors de la présentation de la situation des améliorations et ce qu'il doit faire et qu'il doit s'impliquer et mettre en place un système de management et tout ça. Et à la fin de la présentation, c'est bien, on en a parlé aussi, on peut le classer, c'est bon. Et ça c'est vraiment le comportement de base au niveau des PDG, des DG et tout ça sur ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'on a aussi du mal d'avancer des choses et exactement de tourner vers du matériel, vers du personnel et des ressources humaines. Ok, messieurs, merci. Je pense que on peut vous remercier pour votre intervention. Le temps est écoulé. On essaie de respecter le timing qu'on nous a demandé. Voilà, merci.